Alors, je sais pas si vous avez raison de venir me voir, mais c'est vrai que Rendez-vous en terre inconnue, pour le coup, demande... Une phrase a explosé comme un coup de tonnerre dans le silence médiatique. Je suis amoureux et je ne veux plus me cacher. En une seconde, le pays entier a retenu son souffle. Comment l'homme le plus secret de la télévision, celui qui fuyait la lumière depuis 20 ans, a-t-il pu briser ainsi son propre mur? Ce que vous allez entendre maintenant n'est pas une simple révélation, mais le début d'une vérité capable de tout bouleverser. Ce choc initial n'était pourtant rien comparé à ce qui allait suivre, car derrière cette déclaration inattendue se cachait une histoire que personne n'aurait pu imaginer. Une histoire qui avait commencé bien avant ce jour, dans l'ombre, dans un territoire émotionnel où même Frédéric Lopez n'osait plus s'aventurer. Pendant des années, il avait cultivé une pudeur presque sacrée, un silence construit pierre après un divorce qu'il avait laissé vider, replié, presque absent au monde. Et pour beaucoup, il semblait avoir renoncé à l'amour comme on renonce à une bataille perdue d'avance. Pourtant, au moment même où tout le monde croyait son cœur définitivement éteint, un événement lointain, discret, presque imperceptible, avait commencé à fissurer cette forteresse intérieure. Pour comprendre ce basculement, il faut remonter 3 ans en arrière, dans un amphithéâtre parisien, lors d'un colloque sur la résilience émotionnelle. Fatigué, presque invisible dans le fond de la salle, Frédéric écoute machinalement jusqu'à ce qu'une voix douce, stable, étrangement apaisante, vienne le traverser de part en part. Cette voix, c'est celle d'Élise Renaudin, psychologue clinicienne, inconnue du grand public, une femme de l'ombre dont la seule présence semblait révéler des fissures que lui-même tentait d'oublier. Ce jour-là, il ne lui adresse pas un mot, trop troublé par cette sensation qu'elle venait de toucher quelque chose en lui qu'il croyait mort depuis longtemps. Le destin, pourtant, n'en avait pas fini. Quelques mois plus tard, un dîner chez un ami commun les réunit côte à côte et cette fois, aucune fuite n'était possible. Élise parle de fragilité humaine avec une simplicité désarmante, d'un ton qui ne cherche ni à impressionner ni à séduire. Frédéric se surprend à répondre, à dire des choses qu'il ne dit jamais, à laisser tomber, sans même s'en rendre compte, les masques qu'il portait depuis des années. Ce n'est pas un coup de foudre, c'est pire. C'est une reconnaissance. Comme si 2 êtres qui marchaient depuis trop longtemps dans la brume venaient soudain de se rencontrer. À partir de ce moment, tout commence à glisser doucement vers une zone interdite, délicate, où chaque geste semble peser plus lourd que les mots. Ils se revoient, dans des lieux discrets, jamais exposés, jamais bruyants, toujours enveloppés de silence. Leur relation avance comme on apprivoise un animal blessé, par petites touches, par respiration lente, par élan soudain suivi de recul inattendu. Car si Élise comprend immédiatement les blessures profondes de Frédéric, elle sait aussi qu'on ne guérit pas un homme en lui tenant la main. On l'accompagne, on attend, on écoute. Lui, de son côté, oscille entre désir d'avancer et terreur de revivre l'abandon. Il y a des jours où il disparaît sans prévenir, non pas par indifférence, mais parce que la peur est trop forte, parce qu'aimer revient pour lui à marcher sur une terre qui peut s'ouvrir sous ses pieds à tout instant. Élise ne s'en offusque pas. Elle voit clair. Elle sait que l'homme public, empathique, solaire, cache un homme plus fragile, trop habitué à se protéger pour oser croire à une seconde chance. Pourtant, malgré les hésitations, leur lien se renforce. Dans l'ombre, ils construisent un espace rare où le bruit du monde ne peut pas entrer. Un espace où ni l'un ni l'autre n'a besoin de jouer un rôle. Mais plus leur intimité s'approfondit, plus une menace silencieuse s'approche. Celle de la lumière. Car un soir de février, un paparazzi, alerté par une source inconnue, capture une photo floue de Frédéric sortant de l'immeuble d'Élise. Une image suffocante de banalité, mais assez puissante pour déclencher une tempête. En moins de 24 heures, les Seed People s'en emparent. Les suppositions explosent, les commentaires s'enflamment. Élise, elle, découvre avec horreur un monde qu'elle n'a jamais voulu approcher. Un monde où l'on analyse votre silhouette, où l'on juge vos vêtements, où l'on se permet d'imaginer votre vie comme si elle vous échappait soudain. Ce soir-là, au téléphone, sa voix tremble lorsqu'elle dit « Je ne peux pas devenir un personnage ». Et Frédéric comprend qu'il est au bord d'un choix impossible. Protéger celle qu'il aime en se taisant ou la protéger en brisant ce silence qui le définissait depuis 20 ans. Ce dilemme va devenir l'élément déclencheur de tout ce qui suivra.
une décision capable soit de sauver leur amour, soit de le détruire. Et c'est précisément ici que commence la partie la plus bouleversante de leur histoire, celle que personne n'avait vue venir. Ce moment de bascule, où tout semblait prêt à s'effondrer, aurait pu marquer la fin de leur histoire. Mais il devint au contraire le point de départ d'un bouleversement encore plus profond. Car pour la première fois depuis des années, Frédéric Lopez comprit qu'aimer signifiait aussi se battre, non pas contre quelqu'un, mais pour quelqu'un. Après cette nuit où Élise lui avait avoué sa peur de devenir une cible, il passa des heures à tourner en rond dans sa maison silencieuse, incapable de trouver le sommeil, hanté par l'idée de la perdre. Les messages des rédactions s'accumulèrent sur son téléphone. Les demandes d'interview, les sollicitations, les hypothèses, tout ce bruit extérieur dont il s'était si longtemps éloigné revenait frapper à sa porte comme un marteau. Pourtant, au milieu de ce chaos, il eut une certitude brutale. Continuer à se cacher reviendrait à la condamner à vivre dans une peur qui n'était pas la sienne. Le lendemain, il annula tout. Les tournages, les rencontres, les projets qu'on annonçait depuis des mois comme son grand retour. Ses proches, déconcertés, lui demandèrent d'abord s'il avait perdu la tête, s'il comptait vraiment disparaître une nouvelle fois du paysage médiatique. Mais il n'écoutait plus personne. Pour la première fois, ses choix n'étaient pas guidés par la prudence ou la culpabilité, mais par quelque chose de rare chez lui, le courage de dire la vérité. Quelques jours plus tard, lorsqu'il retrouva Élise dans son appartement du 11e, il la trouva pâle, fragilisée, presque en retrait d'elle-même. L'ombre médiatique avait déjà commencé à se glisser dans les interstices de sa vie. Alors, sans préambule, il prit ses mains et lui dit « Je ne veux plus te perdre dans le silence. Si je dois parler, ce sera pour toi. » Elle resta immobile, surprise par cette fermeté nouvelle, puis murmura seulement « D'accord, mais alors faisons-le à ta manière, dans la vérité. » Ce pacte, silencieux mais puissant, fut le moteur de l'aveu public qui allait secouer tout le pays. Ce jeudi matin-là, lorsqu'il prononça la phrase qui ferait la une des médias, il sentit quelque chose se briser en lui. Non pas une douleur, mais une cuirasse trop lourde qu'il portait depuis des années. Au même instant, Élise, restée chez elle, sentit un poids quitter sa poitrine. Pourtant, cet aveu n'était pas une fin, mais un commencement. Car une fois la vérité exposée, un étrange apaisement s'installa entre eux, comme si la lumière qu'ils redoutaient tous deux avait finalement révélé autre chose qu'une menace, la possibilité d'exister ensemble. Dans les jours qui suivirent, ils adoptèrent de nouveaux rituels, de petites ancres dans le tumulte. Chaque dimanche soir, ils allumaient une bougie sur une vieille table en bois, puis lisaient à voix haute quelques lignes écrites durant la semaine, des confidences maladroites parfois, lumineuses d'autres fois, mais toujours vraies. Ces gestes minuscules devinrent le tissu même de leur renaissance. Ils plantèrent aussi un chêne dans leur jardin, un arbre encore jeune, fragile, mais promis à devenir solide. « Ce sera notre promesse, » dit Élise, et Frédéric posa sa main sur le tronc en murmurant « Grandissons ensemble, même quand c'est difficile. » Leur lien désormais ne se construisait plus seulement dans l'ombre, mais dans une lumière douce, apprivoisée, une lumière qu'ils avaient eux-mêmes façonnée. Pourtant, ce nouveau chapitre n'était pas sans tension, car la presse continuait de rôder, cherchant à donner un visage à cette femme inconnue. Élise vivait encore dans la crainte de retomber dans un bruit qu'elle n'avait jamais voulu affronter. Mais Frédéric maintenant n'était plus ce qu'il avait été. Sa voix, jadis hésitante, était devenue plus solide, ses gestes plus assurés. Il ne laissait plus personne définir sa vie à sa place. Ensemble, ils commencèrent un projet qui allait les unir encore davantage. Un livre à 4 mains, consacré non pas à leur histoire, mais à ces récits humains qu'ils avaient main croisés, des récits de personnes qui avaient aimé après la chute, après les ruines, après les peurs. Leur maison en Bretagne devint leur refuge créatif. Le matin, ils écrivaient. L'après-midi, ils marchaient près de la mer. Le soir, ils débattaient parfois, se confrontaient, mais sans jamais claquer la porte, sans jamais fuir. Ce qu'ils avaient appris était essentiel. La vulnérabilité n'était pas une menace, mais un passage. Leur renaissance se lisait aussi dans les yeux de Frédéric, plus calme, plus ancré. Il disait souvent « Le bonheur n'est pas un feu d'artifice, c'est une veilleuse qui ne s'éteint jamais. »
Élise souriait en entendant cela, consciente qu'au fond, la véritable transformation de Frédéric n'était pas d'avoir trouvé l'amour, mais d'avoir accepté d'être aimé. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que le plus grand bouleversement de leur histoire n'avait pas encore eu lieu, et qu'une décision inattendue et radicale allait bientôt les placer face à un choix capable de changer le cours de leur vie. Ce qu'ils ignoraient encore, c'est que cette parenthèse douce, presque suspendue, n'était qu'un fragile répit avant l'arrivée d'un événement qui allait bouleverser l'équilibre qu'ils avaient mis tant de temps à reconstruire. Car au cœur de cette nouvelle harmonie, une proposition inattendue surgit. Une proposition capable d'ouvrir un avenir lumineux ou de ranimer les blessures les plus anciennes. Tout commença lorsque Frédéric reçut un appel d'une grande chaîne de télévision qui souhaitait relancer une émission mythique et ne voyait en lui que l'unique personne capable de lui redonner son âme. L'offre était prestigieuse, presque irrésistible, et pour beaucoup, elle signifierait un retour triomphant sous les projecteurs. Mais pour lui, cet appel eut l'effet d'une secousse. La lumière qu'il avait fui si longtemps revenait le chercher et menaçait d'emporter avec elle la tranquillité fragile qu'il partageait désormais avec Élise. Lorsqu'il lui annonça la nouvelle, elle resta silencieuse, non pas par jalousie ou méfiance, mais parce qu'elle comprenait mieux que personne ce que cette décision impliquait. Elle savait qu'un tel engagement signifierait une exposition accrue, des interviews, des photos, des analyses, une présence constante de médias prêts à fouiller chaque recoin de leur vie. Frédéric, lui, se retrouvait déchiré, partagé entre son désir sincère de poursuivre cet élan créatif partagé avec Élise, et cette opportunité unique qui réveillait malgré lui une partie de lui qu'il croyait assoupie. La partie qui aimait raconter le monde, écouter les autres, donner une voix à ce qui reste souvent tu. Plus les jours passaient, plus l'idée le hantait. La nuit, il se levait pour marcher dans la maison, incapable de trouver le repos. Élise le regardait s'agiter avec une inquiétude qu'elle ne parvenait pas à dissiper. Elle voyait en lui le retour d'une tension ancienne, une tension qu'il avait mis des années à apprivoiser. Mais au lieu de l'enfermer dans un dilemme, elle choisit d'ouvrir un espace, un vrai. Un soir, alors que la bougie du dimanche se consumait lentement, elle lui dit d'une voix calme : « Tu n'as pas à choisir entre toi et nous, mais choisis ce qui ne te fait pas disparaître. » Cette phrase le frappa comme une évidence. Il réalisa que ce n'était pas la télévision qu'il redoutait, mais la possibilité de se perdre à nouveau en essayant d'être ce que les autres attendaient de lui. Pourtant, malgré cette lucidité nouvelle, les appels de la chaîne se faisaient de plus en plus pressants et un élément inattendu fit basculer la situation. Une fuite interne. En quelques heures, plusieurs sites annoncèrent que Frédéric Lopez pourrait bientôt revenir à l'écran. Cet emballement médiatique soudain attisa la curiosité autour de sa vie privée et raviva, de manière brutale, l'intérêt pour cette mystérieuse compagne qu'il avait tenté de préserver. Élise sentit aussitôt le sol se dérober sous elle. Elle ne reconnaissait plus le calme qu'ils avaient réussi à construire, et l'idée même de redevenir un sujet de conversation collective l'effrayait profondément. Elle tenta de cacher sa nervosité, mais Frédéric l'aperçut à la manière dont elle respirait. Un peu trop vite, un peu trop court. Il comprit alors que leur amour, aussi solide soit-il, ne pourrait pas survivre à une exposition imposée. Ce soir-là, après un long silence, il lui dit simplement : « Je ne veux pas que notre histoire soit un dommage collatéral de ma carrière. » Mais Élise, les yeux plus sombres que d'habitude, répondit : « Ce n'est pas ta carrière qui me fait peur. C'est ce que la lumière fait aux âmes fragiles. Et tu en fais partie. » Cette phrase, bouleversante dans sa justesse, le transperça. Non pas parce qu'elle révélait une faiblesse, mais parce qu'elle disait une vérité qu'il n'avait jamais osé admettre. Même s'il avait avancé, même s'il avait guéri, il restait vulnérable à ce monde qui avait autrefois érodé sa confiance et son sentiment d'appartenance. Les jours suivants furent imprégnés d'une tension silencieuse. Ils continuèrent leur rituel, écrivaient, marchaient, cuisinaient, mais quelque chose avait changé. Une ombre s'était glissée entre eux, fine mais persistante, l'ombre du doute. Et c'est dans ce climat déjà fragile qu'un second événement, totalement inattendu, vint raviver toutes les peurs. Élise reçut une lettre anonyme glissée sous sa porte. Une lettre courte, inquiétante,
où quelqu'un affirmait savoir exactement qui elle était et exigeait qu'elle dise la vérité. Aucun détail, aucune accusation claire, mais suffisamment d'ambiguïté pour créer un vertige. Qui avait écrit cela? Que savait-il? Quelle vérité voulait-il entendre? Pour la première fois depuis le début de leur relation, Élise trembla réellement. Frédéric, en découvrant la lettre, ressentit un mélange de rage et d'impuissance. Il voulut tout arrêter, tout bloquer, tout dénoncer. Mais Élise le retint. Si on réagit dans la peur, il gagne. Pourtant, cette menace silencieuse marqua un tournant. Non seulement leur intimité était désormais menacée, mais une force extérieure semblait déterminée à fissurer ce qu'ils avaient reconstruit. La question n'était plus seulement « devons-nous affronter la lumière ?» mais désormais « jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour protéger notre amour ?» La réponse, ils allaient s'y la découvrir dans les jours qui suivirent, lorsque la vérité cachée derrière cette lettre se dévoilerait peu à peu, ouvrant la porte à des révélations qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. La lettre anonyme fut le premier signe visible d'une menace qui couvait depuis des semaines, une menace qui jusque-là n'avait été qu'un murmure, un frémissement, mais qui désormais prenait forme, une forme dérangeante, précise, presque calculée. Au début, ils voulurent se croire à une maladresse, un hasard, une mauvaise plaisanterie, mais quelque chose dans la formulation, dans le calme glacial du message, laissait entendre qu'il ne s'agissait pas de la curiosité malsaine d'un inconnu. Quelqu'un savait, quelqu'un observait, et ce quelqu'un voulait provoquer quelque chose. Élise, malgré sa maîtrise professionnelle des émotions humaines, sentait une inquiétude inhabituelle se loger dans son ventre. Cette lettre ne contenait ni insulte, ni menace directe, mais c'était justement cette absence qui la rendait plus sinistre encore. Dis la vérité? Quelle vérité? Celle de son identité? De leur relation? Ou quelque chose de plus profond, de plus enfoui, que même Frédéric ignorait encore? Car Élise, comme tout être humain, portait en elle des zones d'ombre, des fragments d'un passé qu'elle n'avait jamais livré, ni à lui, ni à personne. Frédéric, lui, oscillait entre colère et lucidité. Une partie de lui voulait protéger Élise à tout prix, sortir de l'ombre l'auteur de cette lettre, dénoncer, se battre frontalement. Mais une autre partie, plus ancienne, plus douloureuse, savait que l'affrontement direct attirerait encore plus d'attention, et c'était justement ce qu'il voulait éviter. Pendant plusieurs jours, ils décidèrent de garder le silence, espérant que rien d'autre ne se produirait. Mais la tranquillité ne revint pas. 2 autres lettres suivirent, déposées sans bruit, sans trace, toujours avec la même écriture nerveuse, inclinée, presque élégante, et toujours ce même refrain. Il est temps de dire ce que vous cachez. Cette fois, Frédéric sentit la peur s'infiltrer en lui. Non pas pour lui-même, mais pour Élise. Un soir, il la trouva assise sur le canapé, fixant la 3e lettre posée devant elle comme un objet toxique. Elle ne pleurait pas, ne tremblait pas, mais il y avait dans son regard une distance inquiétante, comme si elle se dédoublait pour ne pas être envahie. Lorsqu'il s'assit à côté d'elle, elle murmura « Je crois que je sais ce qu'ils veulent ». Ces mots suffirent à figer l'air autour d'eux. Frédéric ressentit instantanément que quelque chose allait se déterrer, quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Élise respira profondément avant de poursuivre. « Mon passé, je t'ai tout dit, presque tout. Sauf une chose. » Le silence qui suivit fut si lourd qu'il semblait donner corps aux ombres de la pièce. Il y a des années, avant même que je devienne psychologue, j'ai travaillé dans une structure d'aide aux victimes. Et j'ai été mêlé à une affaire très médiatisée, une affaire qui a mal tourné. Une personne que j'accompagnais a porté plainte pour une faute professionnelle que je n'avais pas commise. J'ai gagné le procès, mais la presse s'est acharnée sur moi pendant des mois. On m'a accusé d'incompétence, de manipulation, de manquements graves. Elle détourna les yeux, honteuse. J'ai quitté cette ville pour recommencer ailleurs. Je pensais que c'était derrière moi. Frédéric sentit son cœur se serrer, non pas de déception, mais d'empathie. Il comprit que la femme qu'il aimait n'était pas un refuge par absence de faille, mais justement par la force qu'elle avait eue pour continuer malgré elle. Mais la question demeurait,
Qui cherchait à exhumer cet épisode? Et pourquoi maintenant? Les jours suivants, ils tentèrent de percer le mystère. Élise fouilla ses anciens courriers, ses archives, chercha à retrouver des noms, des visages. Rien ne correspondait. Jusqu'à ce qu'une 4e lettre arrive, plus longue cette fois, et contenant un détail glaçant. « Je sais ce que tu as fait. Je sais pourquoi tu te caches. Je sais ce que tu crains qu'il découvre. » Cette fois, les implications dépassaient le simple passé professionnel. Quelqu'un cherchait à fissurer leur couple en suggérant qu'Élise cachait une faute grave. Frédéric perçut immédiatement le piège. Ce message n'était pas destiné à révéler une vérité, mais à fabriquer un doute, à semer le poison de la méfiance. Pourtant, malgré sa lucidité, un frisson le traversa. Et c'est là que commença la véritable épreuve. Car même s'il faisait confiance à Élise, même s'il connaissait sa droiture, il sentit en lui émerger une peur irrationnelle. Et si quelque chose lui échappait? Et si un passé inconnu venait que les engloutir? Élise, elle, ressentit ce léger retrait, imperceptible mais réel. Ce regard qui, l'espace d'une seconde, se posait sur elle avec une question muette. Ce fut le début d'un glissement dangereux. Non pas une rupture, non pas une crise ouverte, mais une fissure subtile, celle qui naît lorsque l'ombre prend la parole avant la lumière. La lettre suivante, la 5e, ne fit qu'amplifier ce doute. Cette fois, elle contenait un morceau de photo déchiré montrant Élise devant un tribunal, entouré de journalistes. Aucune menace explicite, aucune demande, mais un message clair. Je sais où chercher, et je ne m'arrêterai pas. Le sang de Frédéric se glaça. Leur tranquillité, leur arbre planté dans le jardin, leur livre en écriture, leur rituel du dimanche, tout semblait soudain fragile, vulnérable, exposé. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, ils ne lurent rien à voix haute. Ils restèrent assis côte à côte, silencieux, comme deux âmes qui sentent qu'une tempête approche et qu'il n'existe aucun abri assez solide pour l'arrêter. Mais au milieu de ce silence, une décision prit racine, encore floue, encore hésitante mais prête à éclore. S'ils voulaient assez survivre à cette menace grandissante, ils allèrent devoir affronter l'ombre, ensemble. Ce qu'ils ignoraient encore, c'est que l'identité de l'auteur des lettres se trouvait bien plus près qu'ils ne l'imaginaient, et que la vérité, lorsqu'elle éclaterait enfin, viendrait briser toutes les certitudes qu'ils pensaient indestructibles. Les jours qui suivirent la 5e lettre plongèrent à leur maison dans une atmosphère presque irréelle, comme si le temps se contractait autour d'eux, les enfermant dans une attente sourde, tendue, impossible à ignorer. Chaque bruit dans le jardin, chaque ombre derrière les rideaux, chaque pas dans la cage d'escalier semblait devenir un signe, un avertissement, une présence invisible à laquelle il était impossible d'échapper. Frédéric, d'ordinaire si calme, se surprenait à vérifier 3 fois la porte, à scruter la rue par la fenêtre, à écouter le moindre frémissement avec une attention fébrile. Élise, elle, oscillait entre lucidité professionnelle et angoisse intime. Elle savait reconnaître les mécanismes de la manipulation émotionnelle, les stratégies de pression psychologique, mais cette fois, elle était la cible. Et lorsqu'on devient soi-même le sujet d'une intimidation, il ne reste plus la distance protectrice, seulement la vulnérabilité nue. Une nuit, alors que la maison dormait, un bruit sec retentit contre la porte. Frédéric descendit en silence, le cœur battant, et trouva, glissée sous la fente, une 6e enveloppe. Élise, réveillée par son absence dans le lit, le rejoignit dans le couloir. Elle vit l'enveloppe encore scellée dans sa main. Aucun d'eux ne parla. Ils la ramenèrent dans la cuisine, allumèrent la petite lampe près de la fenêtre, celle qui projette une lumière dorée sur la table, comme un halo fragile autour de leur vérité. Frédéric déchira lentement le papier. Le message, cette fois, était plus long, plus assuré, presque triomphant. Tu penses pouvoir cacher ton passé derrière son nom? Tu crois qu'il restera près de toi lorsqu'il saura ce que tu as fait? Tu n'es pas celle qu'il croit. Et tu sais que je ne mens pas? La vérité arrive. En bas de la lettre, une signature illisible, un simple tracé courbe, comme une initiale volontairement déformée. Ce fut un choc pour Élise, non pas le contenu, mais le ton. Cette lettre avait une familiarité troublante. Quelqu'un écrivait non pas comme un inconnu, mais comme quelqu'un qui la connaissait, de près,
peut-être trop près. Cette idée, d'abord à peine formulée, devint une certitude glaciale lorsqu'elle relut la phrase « Tu sais que je ne mens pas ». Il fallait connaître son passé, ses peurs, ses failles, pour oser écrire cela. Frédéric observa son visage changer, se crisper, puis s'ouvrir dans une sorte de frayeur lucide. « Élise, tu penses savoir qui c'est » demanda-t-il d'une voix basse. Elle hésita longuement, se mordit la lèvre, un geste qu'elle faisait toujours lorsqu'une vérité difficile cherchait à sortir. « J'ai une idée. Mais si c'est ce que je crois, alors tout est pire que ce que nous imaginions. » Frédéric sentit un souffle de froid lui traverser la poitrine. « Qui » Elle ferma les yeux. Une ancienne collègue, celle qui m'a accusé à l'époque, celle qui a perdu le procès. Elle me détestait. Elle disait que j'avais ruiné sa carrière, sa vie. Je n'y ai jamais cru. Mais peut-être qu'elle n'a jamais cessé de m'en vouloir. Le nom resta suspendu dans l'air, invisible mais présent, comme une ombre qui venait de s'asseoir à leur table. Cette révélation bouleversa la perspective. Car si cette femme avait vraiment décidé de se venger, alors cela expliquait la précision des lettres, l'insistance, la volonté de discréditer Élise aux yeux de Frédéric. Une vengeance lente, préparée, méthodique. Mais un détail ne collait pas. Comment cette femme savait-elle où vivait Élise? Comment connaissait-elle leur relation au point d'y insérer le doute exact qui ferait vaciller leur confiance? C'est alors qu'un élément encore plus troublant surgit. La 7e lettre arriva 3 jours plus tard. Cette fois, elle ne fut pas glissée sous la porte, mais envoyée par la poste, ce qui signifiait que l'expéditeur connaissait leur adresse complète. À l'intérieur, une phrase unique, calligraphiée, presque élégante. « Tu ne pourras pas le garder, il apprendra ce que tu caches. » Mais ce n'était pas tout. Un second message, écrit au crayon, semblait ajouter dans l'urgence. « Ce n'est pas moi. Quelqu'un joue avec vous. Faites attention. » Élise sentit son sang se glacer. Si cette histoire vous a touché, si vous ressentez pour Frédéric et Élise la même tendresse que nous, laissez un commentaire pour leur envoyer votre soutien. Likez la vidéo pour que leur parcours trouve un écho plus large, partagez-la à quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour ne manquer aucun nouvel épisode. Ensemble, gardons ouvertes ces histoires qui parlent au cœur.